Bouzou Touati, c'est pas du catch, mais de l'écho, enfin quoique. Nicolas Marc, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler des faits qui vous ont marqué la semaine dernière. On commence avec qui? Marc? Ouais, si tu veux, effectivement, le fait qui m'a marqué, ça a été la semaine dernière, donc la dette publique qui a atteint donc le fameux chiffre des 80% du PIB. 80% un record. Hein. Voilà, alors c'est vrai que ça parle pas tellement, c'est plus de 1500 milliards d'euros, etc. Oui, parce que ça, c'est un vrai souci quand même. On parle toujours de 80% du PIB, personne ne sait à quoi ça correspond. Non, je pense que le plus important, moi je me souviens il y a quelques années quand je disais qu'on pouvait atteindre 80% du PIB en 2015, on me disait mais non, on n'y arrivera jamais. Là on est en 2010, finalement, on y est déjà. Ce qui est inquiétant, c'est la tendance. Hein. On avait 20% de dette publique en 1980, on avait 35% en 1990, et là, effectivement, on est aujourd'hui à 80% du PIB. Le vrai problème numéro un, c'est en fait le coût de cette dette publique. Hein. La charge d'intérêt de la dette aujourd'hui représente environ 3,2% de notre PIB. Ce qui veut dire que tant qu'on n'a pas 3,2% de croissance en valeur, c'est-à-dire avec l'inflation, on n'a même pas assez de croissance simplement pour payer les intérêts de la dette. Ça veut dire que pour payer ces intérêts, il faut encore s'endetter. Donc c'est là où ça devient absolument dangereux. Pourquoi on parle toujours de 80% du PIB, 3% aussi pour les critères de Maastricht? Pourquoi on ne parle pas simplement de ce qu'on dépense en plus par rapport à ce qu'on gagne? Il y a une époque, on parlait de ça, hein, c'était bien avant la crise, 20% de déficit, 20% de dépenses supplémentaires par rapport à nos recettes. Ça parle à tout le monde. Hein. Oui, ça parle à tout le monde. Cela dit, il y a un autre point, je suis évidemment d'accord avec ce que dit Marc, mais il y a un autre point qui est important, c'est qu'un certain nombre d'études récentes ont montré que quand on approchait les 90% du PIB en matière de dette publique, la nature de l'économie changeait. Ça signifie que pour financer cette dette, on absorbe l'épargne des ménages qui ne va pas aux entreprises. Hein, ce que les économistes appellent l'effet d'éviction. Et ça a vraiment une traduction très concrète pour les chefs d'entreprise. En France, on sait bien que les entreprises manquent de fonds propres, par exemple. Hein, c'est vraiment un débat lancinant depuis 20 ou 30 ans. C'est vrai, il est clair que cette épargne qui va aller financer la dette publique, elle n'ira pas s'investir dans les entreprises en croissance. Donc ça, c'est vraiment une énorme difficulté et ça affaiblit vraiment nos perspectives d'activité à moyen terme. Donc l'économie change, la face de l'économie change, on est dans une économie mutante. Il faut trouver... Comme le dit Marc, il y a beaucoup d'inertie là-dedans. Hein. Donc la charge de la dette, elle est très inerte et donc elle va venir alimenter la dette publique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est à 80% du PIB, on va arriver à 90% il faut trouver assez rapidement dans les quelques années qui viennent. Il faut trouver 100 milliards d'euros pour revenir sous les 3%, c'est-à-dire continuer à dépenser plus qu'on ne gagne. C'est colossal. Le vrai enjeu, il y a deux enjeux, c'est qu'effectivement, bien entendu, il faut réduire notamment les dépenses et pas augmenter les impôts, sinon on ne s'en sortira pas. Peut-être faire certainement un grand soir fiscal, revoir la fiscalité française, parce qu'elle est très inefficace, mais au-delà, parce que si on reste sur le chiffre de dette publique, il y a aussi un problème, c'est la notation de la dette publique française, qui pour l'instant est triple A, c'est la meilleure note possible, donc ça veut dire que tout le monde veut de la dette publique française, entre guillemets, parce qu'on est triple A. Tant mieux. Pour l'instant, mais si ça continue comme ça, on va forcément perdre un A, alors pas tout de suite, et à ce moment-là, évidemment, on aura des problèmes de financement encore plus importants. On peut attendre 2012 pour régler les problèmes, ou ça va se régler avant? Marc dit tout le monde veut de la dette française. Pour l'instant. C'est plus tout à fait vrai depuis 15 jours, puisque depuis 15 jours, on voit que l'écart de taux entre l'Allemagne et la France s'accroît vraiment de façon forte. Hein, on a 50 points de base d'écart aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore de défiance sur la dette française, mais ça veut dire en tout cas que l'Allemagne est une valeur refuge, ça c'est clair. La France n'est plus une valeur refuge. Donc il faut quand même surveiller ça de très près. Bon, en tout cas, ce que je retiens, c'est que ça pose aussi des problèmes pour nos entreprises à terme et pour les chefs d'entreprise. En termes de financement, parce que si je reviens sur le scénario où effectivement on perd un A, donc les taux d'intérêt qui ont déjà augmenté vont encore augmenter effectivement. Donc c'est là qu'on a ce qu'on appelle donc l'effet d'éviction, c'est-à-dire que globalement les entreprises vont avoir de plus en plus de mal à trouver des financements. Hein, augmentation des taux d'intérêt, donc difficulté pour investir et ainsi de suite. Donc il faut absolument éviter d'en arriver là. Et bon, là il faut une volonté politique qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Alors Nicolas, vous avez noté autre chose sur ce qui vous a marqué la semaine dernière? Enfin, les chiffres de l'emploi américain étaient assez intéressants parce qu'en effet, on a eu une déception et on voit bien qu'on est dans un contexte macroéconomique qui est un peu compliqué en ce moment. Si je reprends l'exemple... On rappelle le chiffre, hein, c'est 130 000 c'est ça. Mais plus fondamentalement, on voit bien qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'indicateurs dans le monde qui montrent qu'on a atteint une sorte de sommet conjoncturel. Si je reprends, vous savez, le jeu des lettres, hein, les économistes aiment bien illustrer leur scénario. Racine carrée. Si on pense qu'on est dans un scénario en W, ce qui est plutôt mon cas, on a eu évidemment la crise qui était la première jambe du W, on a eu une deuxième jambe du W qui était plutôt sympa, qui était plutôt plus forte que ce qui était attendu, et là on est obligé de se dire double dip, c'est le double dip, le W? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de mesures
qui vont devoir être prises. En Europe, on voit bien, mesures de consolidation budgétaire. Aux États-Unis, on a quand même un débat sur la politique monétaire. Les taux d'intérêt vont pas pouvoir rester à ce niveau-là éternellement. Donc on voit bien que la politique économique va devoir devenir globalement un peu plus restrictive. Et donc on est en train de se demander si ça ne peut pas quand même faire ralentir l'économie ces prochains Et mois. c'est ça le chiffre de l'emploi américain, ça veut dire qu'on risque de redescendre? Oui, moi je n'irai pas jusque-là, parce que le W, ça veut dire qu'on redescend au niveau de la crise. Moi je ne pense pas du tout qu'on redescend au niveau de... C'est pas ce qu'on dit. Oui, non, mais c'est ça. c'est schématique. On est non, juste mais en train de dire qu'on peut avoir un palier, disons, pendant quelques mois. Si on redescend, ah mais non, parce que c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Oui, on entend beaucoup ça. Ça c'est le scénario en fait, qu'on a eu en 1980, parce qu'en fait il y a eu 2 chocs pétroliers successifs. Donc on a fait un vrai W, on est monté, on a redescendu au même niveau qu'avant la crise. Donc il faut inventer une nouvelle lettre dans Oui, l'alphabet. c'est effectivement une sorte de racine carrée entre guillemets, mais c'est vrai que moi ce que j'appelle c'est que c'est plus une tôle ondulée. C'est-à-dire qu'en fait on est monté, mais voilà, aujourd'hui on est sur un glissement annuel du PIB américain, on pourrait atteindre 4%. C'est quand même énorme. Donc c'est logique qu'on ait le ralentissement. Ce qui inquiète aujourd'hui les marchés, mais bon, je les connais bien, c'est normal, ils sont très épidermiques, surtout en ce moment, on a un marché qu'on appelle de trading, ça veut dire un marché, on fait beaucoup d'allers-retours, il n'y a pas d'investisseurs de long terme. Donc aujourd'hui, ils s'inquiètent dès qu'il y a un mauvais chiffre, bon, effectivement, on repart à la baisse, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce ralentissement est logique. Hein, on a eu effectivement l'effet positif de la relance, etc. Maintenant, ça ralentit, mais je pense qu'on va quand même maintenir une croissance américaine autour des 3%, et cette année et l'an prochain. Par contre, le vrai problème, c'est l'Europe. Là où c'est très inquiétant, c'est que nous, on a eu effectivement le bas du W, là, on a à peine remonté un tout petit peu, et là, Il ne faudrait pas que le palier soit là, alors. Voilà, le problème du monde aujourd'hui, Justement. c'est la zone euro qui reste sur une croissance trop molle. Quelles conséquences? On parle beaucoup des chiffres de l'emploi américain, ça, sur les entreprises françaises, sur l'Europe. Est-ce que... Ça veut dire qu'on est dans une conjoncture qui est extrêmement instable, qui est très volatile, parce qu'on a mené des plans de relance, à la fois relance budgétaire, mais aussi relance monétaire, qui est absolument historique. Aujourd'hui, on est en train d'essayer d'en sortir, et on maîtrise mal, finalement, les effets que ça peut avoir. On a vraiment donné un traitement de choc, on a mis l'économie mondiale sous perfusion, on est en train de débrancher les perfusions, et on ne voit pas tout à fait l'impact que ça peut avoir. Ça veut dire que la conjoncture va rester très volatile, ça veut dire que typiquement, quand on a un chef d'entreprise, il faut s'attendre à ce que l'environnement économique reste quand même très très chahuté, Pas de avec beaucoup de visibilité. surprises à l'horizon de 12-18 mois, parce que tout ceci ne va pas se régler en quelques semaines. Oui, là encore une fois, on retrouve l'importance pour les entreprises françaises d'être à l'international. On l'a vu au G20. Au G20, on a les États-Unis, le monde émergent qui disent on y va, tout pour la croissance, on continue, il y a un ralentissement, mais on va continuer. Et ils vont continuer, on aura encore l'année prochaine, je pense, 4% de croissance mondiale. Et puis l'Europe qui dit non, parce que nous, on a fait une relance, mais comme on n'a pas les moyens de la financer, il faut faire la rigueur, etc. Donc le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. Dans une relance, il faut que tôt ou tard, et mieux vaut tôt que tard d'ailleurs, les moteurs privés prennent le relais. Et aujourd'hui, si on regarde les chiffres, par exemple, aux États-Unis, on a une croissance de l'investissement privé des entreprises qui est déjà à 8% par an et qui va atteindre certainement 10 à 12%. Et on voit pas ça en Europe. Alors qu'en Europe, on est toujours dans le rouge, on est toujours en négatif. Donc c'est ça le problème, c'est que... Le problème des finances publiques, tout se joue sur fond de crise des finances Et publiques. voilà, et ça On revient, rejoint le premier point. C'est surtout le problème de la relance où on a... En fait, on ne fait pas de la relance en Europe, surtout en France, on fait de la dépense. Donc c'est ça qu'on n'a pas compris. Une relance doit générer un effet multiplicateur. Un moteur public qui génère plusieurs investissements privés. Et ça, on n'arrive pas à comprendre et c'est qu'on est bloqué malheureusement. On termine avec l'agenda. Vous avez noté le rendez-vous de la BCE jeudi, c'est important? Oui, c'est important. Jeudi prochain, alors on espère qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises parce qu'on est habitué à la BCE à avoir des mauvaises surprises On va pas augmenter les taux traditionnelles. quand même. Non, enfin bon, vous rappelez-vous qu'en juin 2008, Jean-Claude Trichet avait annoncé qu'ils allaient monter les taux d'intérêt en juillet 2008 alors qu'on était en pleine récession. Enfin, non, je ne pense pas qu'on y arrivera, mais c'est important aujourd'hui parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, autant on a des taux d'intérêt à 0%, donc là ils ont de la marge pour les monter, nous on est quand même à 1%. Donc, Ça pourrait baisser? Non, baisser non. Mais par contre, c'est vrai que la tentation de les augmenter, on dit voilà, on a entendu la BRI la semaine dernière. La BRI, c'est la Banque centrale des banques centrales, qui a dit il faut peut-être commencer à augmenter le taux d'intérêt. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète. Il ne faudrait pas qu'on ait trop rapidement, en Europe du moins. Aux États-Unis, c'est pas trop grave, parce qu'il y a déjà de la croissance. Qu'on ait en Europe un signal où on dirait attention, les taux d'intérêt vont augmenter, parce que là, pour le coup, pour les entreprises, c'est l'enjeu numéro un. Alors là, on risque encore de créer de l'instabilité, de casser la petite croissance qu'on a aujourd'hui, avec un euro qui est autour qui remontait un petit peu à 25. Donc il ne faut pas qu'il remonte encore beaucoup plus, sinon le peu de croissance qu'on a aujourd'hui, on va le casser. Je pense qu'on l'aura pas. Moi, j'ai été un grand défenseur de Jean-Claude Trichet, contrairement à Marc depuis. C'est bien, on a le procureur et l'avocat. Mais Marc a été banquier et financier, donc forcément, il est pour des taux d'intérêt qui sont toujours faibles. Alors que moi, je suis plus en contact avec les entreprises. Je regarde l'ensemble de l'économie. Mais mais de toute façon, là, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Il est clair que la variable déterminante, c'est le taux de change. Là où tu as raison, c'est que il faut surtout pas qu'on ait un signal comme quoi les taux d'intérêt pourraient augmenter, parce que ça risque de faire remonter l'euro. Et le scénario idéal serait un scénario dans lequel
lequel la Fed, la Banque centrale américaine, augmenterait ses taux d'intérêt assez rapidement, en tout cas avant la fin de l'année. Bon, la Banque centrale européenne aujourd'hui, objectivement, n'a aucune raison d'augmenter ses taux d'intérêt. En plus, on est dans une phase où on a une consolidation budgétaire, on a plutôt une tentative de réduction des déficits publics. Donc la politique monétaire, elle, doit plutôt rester expansionniste. Mais je pense de ce point de vue-là qu'on n'a pas véritablement à être inquiet. Je pense que la Fed va dégainer avant la BCE. Bon, on profite. Mais bon, on profite quand même que la BCE a fait quand même pas mal de conneries, excusez-moi l'expression. Pas pendant la crise. Pas pendant la bah crise. si. Ah non. Bah si, mais Attendez, on va pas 2000, faire ce débat. On va pas faire ce débat. Mais arrête d'y réfléchir. Je vous l'avais dit. Je suis plus économiste que toi. Je vous l'avais dit. C'est pas du catch. C'est pas du catch. Non, mais ne dis pas On ça. finit. On profite de la BCE. Elle a fait des grosses bêtises. non, faut pas pendant la arrêter. crise. Mais si, On mais finit si. par la définition, le taux refi. On profite de parler de la BCE. Qu'est-ce que le taux refi On pour va ceux s'en qui... débat juste pour ça. Allez. Le taux refi, c'est simple, justement, c'est le taux de refinancement des banques, ce qu'on appelle le coût de l'argent, je dirais mécaniquement. Donc il y a deux impacts. Il y a effectivement un impact pour les banques donc, qui ont un accès au marché de ce point de vue-là. Après, par rapport à ce taux refi, il y a ce qu'on appelle le marché interbancaire. C'est-à-dire si les banques n'ont pas tellement confiance entre elles, c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui, on va avoir des taux d'intérêt qui vont être au-delà du taux refi, c'est-à-dire du taux de refinancement de la Banque centrale. Et donc ceci va être répercuté évidemment au niveau des entreprises sur les taux que vont payer les entreprises pour leurs endettements à court terme ou à moyen terme. Donc il y a un impact concret sur l'économie. Et puis derrière, il y a aussi le problème du taux de change, c'est-à-dire que le taux refi, donc le taux monétaire de base, va être comparé à son homologue américain, qu'on appelle le taux des Fed Funds, des fonds fédéraux aux États-Unis. Et donc si on a un taux d'intérêt supérieur, je dirais en Europe par rapport aux États-Unis, on peut avoir ce qu'on appelle du carry trade, ça veut dire des gens qui vont s'endetter en dollars à 0 et acheter de l'euro à 1%. Et ça, évidemment, c'est pas avec 10 000 euros que ça fait grand chose, mais ça peut générer des mouvements de forte hausse de l'euro. Donc le taux refi, c'est un indicateur important pour tous les chefs Bah, d'entreprise. ouais, bien sûr. Indirectement, Surtout pour ceux qui exportent, parce qu'il y a les aspects coût du crédit, évidemment. Bon, aujourd'hui, le coût du crédit, de toute façon, reste très faible. Ce qui est important, c'est vraiment la différence, en effet, entre le taux refi et le Fed Funds. Ce qu'il faudrait, c'est que le taux refi repasse sous le Fed Funds progressivement, parce que là, on accentuerait finalement la baisse de l'euro, et ça, pour nos amis qui exportent, évidemment, c'est une très bonne chose. Merci à tous les deux pour ces explications très claires, comme d'habitude. À bientôt.